charge de la jeunesse et porte-parole de l'UPR. Ce matin, je viens vous rencontrer en tant que directeur de publication de Faux Sud Télévision. Nous venons vous entretenir dans le cadre d'une interview, proprement dit sur le thème de la démocratie participative. D'abord, avant d'y arriver, vous présenter à nos téléspectateurs et à vous. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de me présenter parce que je dois apporter un rectificatif. Évidemment que si vous suivez l'actualité de notre parti politique, vous serez certainement aperçu qu'une réorganisation au niveau de l'exécutif a eu lieu il y a quelque temps sous l'égide, sinon sous l'autorité du président fondateur lui-même. En ce sens, le bureau politique et le secrétariat général ont été profondément réorganisés. Et donc, à ce titre-là, ce qu'on peut dire, c'est quoi? Ce qu'on peut dire, c'est que, pour ce qui me concerne, je suis donc désormais deuxième vice-président de notre parti politique, porte-parole. Et donc, la charge de la jeunesse a été plutôt confiée à un secrétaire général adjoint, d'accord, qui est désormais chargé de la jeunesse au sein de notre parti politique. Je suis donc, effectivement, M. Djebere Lapanda, deuxième vice-président, porte-parole de l'Union pour la République, et merci pour votre invitation sur votre émission. Merci donc pour ce rectificatif, deuxième vice-président. Alors, ce matin, nous allons donc rentrer de plein pied dans cette interview. Déjà, nous donner votre regard, sinon comment comprenez-vous la démocratie participative? Comment la définissez? Peut-être qu'il faut déjà partir d'un, disons qu'il faut partir d'un postulat où on fait à peu près le point d'histoire aux sorties des années 90, qui est quand même une date historique pour l'histoire politique de notre pays. Le Gabon est entré dans une forme de démocratie pluraliste. Et cette démocratie consacrait donc effectivement une participation des partis politiques. On passait donc du parti unique autant pour moi, au multipartisme, où les partis politiques avaient désormais donc le droit de participer à la vie politique et bien au-delà de notre pays. Avec l'avènement de la Ve République consacrée par le référendum constitutionnel de 2024, nous avions donc vu justement notre démocratie connaître une évolution, passant d'une démocratie pluraliste, tout court, à une démocratie pluraliste et participative. Nous ne sommes donc pas exclusivement dans une démocratie participative, encore moins dans une démocratie exclusivement pluraliste, mais désormais, dans l'évolution de notre histoire politique, nous sommes désormais, au sein de la Ve République, dans une démocratie pluraliste et participative. Alors, participative, qu'est-ce qu'on entend par démocratie participative? C'est une démocratie qui, effectivement, consacre l'entrée en matière de gestion de la chose publique, en matière de gestion de la politique publique, l'entrée, sinon la prise en compte de la population dans toute sa composante. Évidemment, ceci se matérialise par exemple par une consultation du peuple au travers de ces différentes institutions, ces différents organes. On parle par exemple de la société civile qui désormais prennent part aux grands enjeux, aux grands moments, aux grandes rencontres politiques. Dans notre pays, la société civile qui est une très très grosse composante justement de la population en ce sens. Mais la population elle-même aussi est intégrée parfois de façon directe. Vous savez que les dispositions de l'article 7 de notre Constitution, de l'article 6 de notre Constitution, mais aussi celle de l'article 155, par exemple, qui crée le Conseil national de la démocratie pour le dialogue, et l'article 165 qui désormais oblige les collectivités locales à associer les populations aux projets locaux. Toutes ces dispositions légales qui ont intégré le corpus juridique fondamental de notre pays replacent justement le citoyen gabonais au centre de la gestion justement de la chose politique. C'est l'une des grosses volontés consacrées dans la Ve République que nous pouvons donc ressortir. Donc voici un peu, si vous voulez, ce qu'on peut comprendre, n'est-ce pas, par la démocratie pluraliste et participative.
On comprend bien qu'ici, le citoyen est invité à participer, à donner son point de vue, désormais dans la chose publique. Mais quelle différence y a-t-il concrètement entre cette démocratie nouvelle que nous embrassons dans la Ve République et la démocratie pluraliste que nous avons connue depuis la première, troisième et quatrième République? Mais je l'ai dit dans mon propos précédent. Au niveau de la démocratie pluraliste, il était exclusivement question que la chose politique, la gestion politique et même la gestion tout court de notre pays soit politiquement menée par les partis politiques. Et donc, une bonne partie des composantes de la population étaient exclues. Je parlais tout à l'heure de la société civile qui n'avait pas forcément sa partition directe à jouer. Aujourd'hui, la population est davantage intégrée à travers justement l'ensemble de ces composantes, dont par exemple la société civile, les associations, les ONG, tout ce que vous voulez. Ils participent directement à la vie politique, à la gestion politique de notre pays, à la gestion des institutions de notre pays. Et nous avions dit qu'au-delà des organes, je vais dire formels, qui peuvent justement représenter dans leur grande majorité la population peut être intéressée directement. Et c'est pour cela que je vous ai cité un référentiel de notre Constitution, notamment l'article 165, qui, dans le cas par exemple des collectivités locales, des projets menés par les collectivités locales, fait obligation aux collectivités locales de consulter directement les citoyennes et les citoyens pour justement l'implémentation d'un certain nombre de projets justement dans nos différentes collectivités locales. Je dis encore une fois de plus, la dimension participative renforce la présence et la participation du peuple au travers de ces différents projets. Nous avons suivi une conférence citoyenne animée par l'ancien député Geoffroy Foumbla qui expliquait, qui prenait un exemple que lorsque, par exemple, permettez-moi le pléonasme, lorsque un projet est voté, est pris par le maire, pour un arrondissement et que la population n'était pas d'accord, elle pouvait faire une pétition, on va dire quoi, les 3/3 pour donc soit surseoir le projet et de choisir un autre. Exactement. Ceci démontre le renforcement de la partition jouée effectivement par notre population désormais dans les institutions et les différentes institutions, oui, je voudrais dire, de notre République, dans la gestion effectivement de notre pays. Puisqu'on en parle, est-ce que, sinon, quel avantage tirerait notre pays, cette Ve République, dans cette nouvelle forme de démocratie? L'avantage est de pouvoir justement tirer les bénéfices d'une forme d'inclusivité dans le management justement de nos États, dans le management de nos différentes sociétés. Il est important que ceux qui sont managés, lorsqu'ils sont appelés à la table de réflexion, les résultats sont des résultats partagés par tous. Le problème avec des gouvernances, j'allais dire, représentatives, c'est qu'une poignée de personnes parle au nom de tous. Ça a l'avantage d'être plus pratique, d'être moins lourd, mais ça a le désavantage de ne pas être forcément très représentatif. Or, aujourd'hui, donner l'opportunité en créant des mécanismes à la population dans son écrasante majorité de participer, fait en sorte que, primo, on a un management qui est adopté et accepté par tous. Secondo, on a des effets qui sont appréciés par tous. Parce qu'en réalité, les effets escomptés sont du ressort ou relèvent, si vous voulez, d'une participation, j'allais dire, intégrée. Vous voyez, on n'est plus en train de dire X a fait pour nous et finalement nous ne sommes pas d'accord. On est en train de dire nous avions fait ensemble, nous avions décidé ensemble et les résultats ne peuvent être que ceux que nous avions attendus ensemble. Et si toutefois ces résultats ne sont pas à hauteur de nos attentes, eh bien ça reste quand même que vu que c'est une décision collégiale, portée par tous, et bien donc justement les erreurs, etc. sont facilement acceptées et corrigées dans une forme de consensus. C'est un réel avantage que de savoir que
On n'a pas donc finalement une poignée de personnes qui portent la responsabilité des actes de l'action publique, mais en réalité, on a finalement une forme d'approche intégrée qui met tout le monde autour de la table et qui fait en sorte que les résultats soient portés par tous. Une question demeure, est-ce que la mise en œuvre de cette démocratie, cette nouvelle forme de la pratique démocratique, n'aura pas d'inconvénients, n'aura pas de remous au sein de la population? Mais non, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que pourquoi il y aurait des remous à vouloir donner l'opportunité à tout le monde de partager son avis? Je pense que nos dirigeants aujourd'hui ont compris l'intérêt pour aller dans une ère nouvelle de pouvoir effectivement associer tout le monde à la pensée commune, tout le monde à la direction commune. Nous avions des dirigeants qui disent que nous ne voulions pas avoir la prétention de la science infuse, nous ne voulions pas avoir la prétention de savoir tout ce que les Gabonais veulent. Nous avions peut-être un projet pour le Gabon, mais nous souhaitons que ce projet soit implémenté en concertation. D'accord? De sorte à ce que sa réussite soit la réussite de tous et non plus que des uns. De sorte à ce que les quelques erreurs rencontrées soient les erreurs de tous et non plus que des uns. Il ne saurait avoir effectivement des erreurs ou des remous en réalité pour quelque chose dont nous savons que tous nous avions associé et les conclusions sont donc l'effet d'une participation intégrée. Merci VP d'avoir répondu à nos questions sur la démocratie participative. Nous allons faire un petit tour d'horizon sur l'actualité politique de notre pays. Et là, nous allons parler de l'inauguration, récente inauguration du palais de congrès par le président de la République. Une inauguration qui a vu la participation de nombreux chefs d'État venus de l'Afrique et même de l'Europe. Mais nous avons également vu qu'il y en a qui ont quand même trouvé quelque chose à redire sur la construction de ce palais de la démocratie et ce palais de congrès plutôt. Vous, en tant qu'homme politique, votre regard par rapport à cette inauguration? Vous savez, l'unanimité parfaite n'existe pas. Ça n'existe nullement, une unanimité parfaite. Il y a que... il faut s'assurer d'avoir une majorité de personnes qui adhèrent à une action, à un projet, qui adhèrent à une action, j'allais dire, pour tous. Pour ce qui me concerne, l'inauguration de la Cité de la démocratie, je le perçois sur à peu près 2-3 ans. Dans un premier temps, je veux dire, c'est l'accomplissement d'une promesse. Le président de la République, au lendemain de son accession à la magistrature suprême, a promis aux Gabonais un retour en dignité. Souvenons-nous. Il a dit, je redonnerai de la dignité aux Gabonais. La Cité de la démocratie était une institution, était un site rempli d'histoire, mais surtout de dignité pour le Gabon, pour les Gabonais et les Gabonais. C'était un carrefour continental, allais-je dire, où des sujets hautement discutés au sommet des États venaient être traités. D'accord? Je me souviens de l'OUA organisée effectivement dans notre État, d'ailleurs en phase inaugurale de ce joyau architectural, il y a plusieurs décennies de cela. Restructurer, rénover, réhabiliter la Cité de la démocratie, c'est raviver ces souvenirs de fierté, c'est redonner cette dignité aux Gabonaises et aux Gabonais qui étaient dans le temps perdu, il faut le dire. Je l'ai dit sur un plateau, lorsque ce monument chargé d'histoire avait été détruit, nombre étaient justement les réactions des Gabonaises entolées justement sur la toile et sur les autres canaux dans les autres canaux de communication pour dénoncer justement la destruction d'un tel patrimoine historique pour notre pays. Donc, en vérité, au risque de me répéter, le restaurer aujourd'hui, c'est restaurer cette fierté perdue, c'est restaurer cette dignité perdue. Ça, c'est ce qui est de un. Ce qui est de deux, c'est que la reconstruction de la Cité de la démocratie
c'est repositionner le Gabon au centre, d'accord, au centre en réalité des grands enjeux au niveau de notre continent, des grands enjeux diplomatiques, des grands enjeux politiques. C'est dire quand même que le Gabon fait son grand retour, effectivement, dans le concert des nations, tout au moins en tant que carrefour de dialogue politique, en tant que carrefour d'échange, j'allais dire, au sommet des États. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose. La troisième chose, c'est quand même dire, sur le plan infrastructurel, sur le plan développement infrastructurel, que le Gabon se remet au travail. Que le Gabon se remet au travail. C'est quand même un chantier, et pas de moindre, que de remonter la cité de la démocratie, que de reconstruire la cité de la démocratie. Ce n'est pas une mince affaire, mais c'est aussi la détermination, désormais, d'une gouvernance qui se remet au travail, qui reconstruit son pays et qui, effectivement, remet son pays sur les rails du développement. C'est tout au moins les trois angles qui constituent effectivement le regard que je peux faire de la reconstruction de la cité de la démocratie. D'ailleurs, l'UIA sera en réunion du 21 au 22 ici, au nouveau palais de congrès. C'est donc une très bonne chose. C'est toute une symbolique. La première construction du palais de la démocratie a réuni effectivement les acteurs de l'Union africaine à Libreville. La seconde construction, la renaissance du palais de la démocratie, permet à nouveau que le continent se retrouve à nouveau au Gabon. Le Gabon se retrouvera donc à nouveau à être ce centre, ce carrefour qui réunira effectivement les grands décideurs de notre continent. Il faut noter toute la symbolique pour justement restaurer l'activité des Gabonaises et des Gabonais. C'est donc à mettre à l'actif des autorités de la Ve République. Et puis nous venons au récent séjour du président de la République au Rwanda avec plusieurs chefs d'État. Mais là-bas, en séjour au Rwanda, il a pris une décision importante, sinon capitale de notre pays, vu que nous avons le manganèse depuis plusieurs années, nous l'exportions seulement. Jusqu'à présent, on n'avait pas encore trouvé la possibilité de le transformer chez nous. Et là, le président a décidé, a résolu donc de transformer désormais le manganèse localement. Votre appréciation de cette décision? Comme toutes les grandes décisions prises par les différents chefs d'État de notre pays en faveur du peuple, en faveur des Gabonaises et des Gabonais, cette décision-là est salutaire et mérite d'être applaudie à se rompre les phalanges. Pourquoi? Mais parce qu'on est là dans une forme de retour de souveraineté économique voulue par les plus hautes autorités de notre pays depuis leur avènement au pouvoir. On cite le manganèse qui est le fait récent, mais on se souviendra que sur la question, par exemple, d'une réappropriation de sa souveraineté, j'allais dire, en termes de ressources pétrolières, on a vu également des décisions fortes qui ont été faites, des rachats des sociétés, et pas des moindres, exploitant le pétrole de notre pays. On a vu effectivement la restructuration et le rachat de la SNBG pour pouvoir justement retrouver une certaine souveraineté économique sur notre forêt. Et le président de la République est dans sa droite ligne. Il est dans sa droite ligne. C'est celle de dire qu'il faut qu'il y ait un retour, une réappropriation de notre économie, une souveraineté retrouvée de notre économie. Et ceci se démontre bel et bien sur la question du manganèse. Voilà plusieurs années que cette ressource stratégique, cette ressource hautement stratégique à l'échelle mondiale, avait simplement été extraite de notre sous-sol, sans créer de valeur ajoutée, sans qu'il y ait une véritable chaîne industrielle qui soit créée sur notre sol pour générer de l'emploi. Le président de la République estime qu'il y a des besoins exprimés par les Gabonaises et les Gabonaises, les Gabonaises et les Gabonaises. Ces besoins peuvent être résorbés par une forme de souveraineté économique. C'est son devoir, en sa qualité de premier citoyen de notre pays, premier défenseur de nos intérêts, de prendre des décisions qui s'imposent, y compris vis-à-vis de nos partenaires historiques, qui doivent comprendre que le Gabon avance, le Gabon fait sa mue, le Gabon a besoin de capter un maximum de ressources et un maximum d'opportunités d'emploi, et donc en responsabilité, il a donc annoncé que, effectivement, nous devrions pouvoir commencer la transformation de notre manganèse sur le sol. Souvenez-vous que plusieurs décisions comme ça ont été prises.
On a, il y a quelques années, pris la décision de transformer le bois localement en République gabonaise. Ça a généré énormément d'emplois. La décision du président Olivier aujourd'hui de transformer le manganèse, qui est toute autre ressource importante de notre pays, sur le sol gabonais, va bel et bien effectivement générer énormément d'emplois, mais aussi énormément de devises, énormément justement de recettes pour permettre justement au Gabon d'aller vers ses objectifs et devenir justement la terre digne d'envie qu'elle rêve de devenir. Et vu que nous avons même une école de mine du côté donc de Fontseville, dans le Haut-Ogooué, on voit que cette école sera donc utile pour cette transformation locale donc, du manganèse. Et puis nous allons parler aussi de l'arrestation de l'ancien Premier ministre Alain Colombier. Beaucoup, l'opinion, on va dire, l'opinion est partagée donc, par rapport à cette arrestation. D'aucuns pensent que c'est une arrestation arbitraire. D'ailleurs, lui-même le qualifie de kidnapping. Il a été kidnappé. Vous, en tant que politique, quelle est votre analyse, sinon, quel est votre regard de cette arrestation qui fait couler beaucoup d'encre internationale? Il y a, au regard des interventions qui jongent l'arrestation de l'ancien Premier ministre, M. Alain Colombier, deux postures. Une qui s'arc-boute sur la forme d'arrestation et une autre qui fait le plaidoyer du fond. Donc, je veux dire le fond de la question, le fond du dossier. Et dans un sens comme dans l'autre, en réalité, les partis ont des arguments à faire valoir. Pour ce qui me concerne, et ça a été la posture qui a été la mienne sur la publication que j'ai faite sur ma page officielle, j'ai dit que nous sommes dans un pays qui se veut être désormais un pays de droit. Un pays de droit, ça a des règles, un pays de droit, ça a des procédures, un pays de droit, ça a aussi une justice libre. On ne peut pas en amont demander quelque chose sur les procédures de justice et en aval ne pas laisser cette justice-là être responsable de ses décisions, de ses actions. La responsabilité naît du fait que, en toute liberté, je pose une action et j'en réponds. N'est-ce pas? Et j'ai donc pris la parole pour pouvoir indiquer qu'il serait de bonne loi de laisser la justice qui a ouvert un dossier, qui a entamé une procédure, fut-elle entachée d'irrégularité, d'arriver au bout de son process et d'en être jugé devant le peuple. De toutes les façons, il va y avoir un jugement direct, indirect. De toutes les façons, les Gabonaises et les Gabonais observent et voient comment cette justice est en train de traiter ce dossier-là. Un dossier épineux parce qu'il s'agit quand même d'un homme d'État, d'un homme politique notoirement connu dans notre pays, mais d'un homme politique qui est en responsabilité devant la loi pour des faits qu'il aurait commis. Il faut que cette procédure arrive jusqu'au bout pour que nous soyons en capacité d'avoir l'ensemble des éléments qui nous permettraient de façon factuelle de juger la forme et de juger le fond. Est-ce que ça veut dire que la forme, pour être jugée, doit attendre la fin du processus? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments? Il y a certainement des éléments qui sont peut-être déjà critiquables. Ce que je dis, c'est que à quoi ça sert de critiquer tout au long d'un processus? Je me réserve, moi, en responsabilité, le droit de me prononcer lorsque le processus est bouclé. Et là, nous jugerons de la forme et nous jugerons du fond. Pour l'instant, le processus est pendant au niveau de la justice. La justice en responsabilité se prononcera et nous en tirerons les conséquences, tous chacun pour ça. Merci, Monsieur le Vice-président. Nous acheminons tout doucement à la fin de cette interview, mais nous avons prévu quand même 2 questions bonus. Nous avons vu que votre parti s'est beaucoup déployé. Ah, j'ai pensé que vous ne parlerez pas de mon parti. Il s'est beaucoup déployé dans le pays, mais également ici, dans la capitale politique de notre pays, qui a procédé récemment à des installations donc, des responsables au niveau du 3e arrondissement. Si vous me disiez, est-ce que ici, par ces actions, le parti est en train d'affirmer sa volonté d'être un parti qui veut désormais marquer d'une empreinte indélébile
on va dire quoi, la sphère politique de notre pays. Non, pas un parti qui veut, un parti qui marque. Qui marque. Parce que de toutes les façons, c'est un fait désormais que l'Union pour la République est un parti de pouvoir et un parti au pouvoir. C'est un fait. Et quelques éléments le démontrent factuellement. D'abord parce que l'Union pour la République a répondu aux exigences fixées par les autorités de notre pays pour exister en qualité d'entreprise, en qualité de parti politique légalement reconnu, à savoir produire les 10 000 membres, les 10 000 militants de son parti. On avait déjà indiqué en son temps que ça soit 10 000, 15 000, 20 000 ou 25 000 et même 30 000 adhérents à l'échelle nationale, l'Union pour la République était en capacité, mais il y a bien longtemps, en capacité de fournir ses adhérents parce que nous avions travaillé à un véritable maillage territorial. Et ensuite, nous avions sacrifié aux critères de nombre d'élus exigibles. Il était question pour chacun d'entre nous, partis politiques, de justifier au moins 3 élus nationaux, à savoir aussi bien à la chambre basse qu'à la chambre haute de notre Parlement. Nous avions donc sacrifié à cette exigence-là également, mais pas que. Nous avions également sacrifié à une autre exigence, ne fut-elle pas au nombre des critères, mais c'est celle d'avoir une véritable représentativité territoriale à travers la gestion ou la co-gestion effectivement des collectivités locales. Vous savez, la politique, si on doit l'imaginer au sens d'une gouvernance des peuples, c'est aussi une gouvernance territoriale. Et donc, la seule représentativité nationale ne devrait pas suffire pour justifier de la légitimité. Parce qu'il y a d'un point la légalité, qui était donc l'exigence faite par les plus hautes autorités du pays, mais il y a également la légitimité des partis politiques qui se traduisent par leur taux de pénétration territoriale à l'échelle de notre pays. À travers justement de l'élection des républicaines et des républicains à l'échelle nationale de notre pays, à travers donc la gestion et la co-gestion des collectivités locales, notre parti a justifié justement de la légitimité donc justement au niveau donc de la sphère politique de notre pays. Et pour revenir aux différentes installations qui sont faites ci et là à travers le territoire national, il est question simplement pour nous de confirmer notre posture. Je rappelle quand même qu'au regard de tout ce que je viens de vous dire, statistiquement, nous sommes quand même la 3e force politique en République gabonaise, derrière le parti au pouvoir UDP, derrière l'ancien parti au pouvoir PDG, arrive quand même un outsider qu'on appelle l'Union pour la République, qui n'était pas attendu à l'échiquier, dont on ne vendait pas cher la peau. Mais aujourd'hui, nous avons gagné notre place, et pas des moindres. Nous avions gagné la place juste après, justement, les ténors dans notre pays, à savoir l'Union démocratique des bâtisseurs et le PDG. Aujourd'hui, nous sommes l'un des 5 partis signataires de la charte pour entrer au sein de la majorité, la toute première majorité présidentielle de la 5e République, c'est pas rien. Et donc, effectivement, ce que vous voyez est la consolidation, justement, du positionnement qui est désormais le nôtre. C'est en responsabilité et en conscience que nous déroulons effectivement ces différentes installations pour pouvoir justifier de notre statut. Merci VP. Et puis nous allons aborder cette question du Conseil national de la démocratie qui est devenu Conseil national de la démocratie et de la participation des citoyens. Déjà, ici, est-ce que les autorités de la 5e République sont en train de donner un message qui est celui de faire participer coûte que coûte les populations à la chose politique? Moi, j'y vois de la cohérence. En amont, le texte fondamental de notre pays, qui est la Constitution, a acté une démocratie pluraliste et participative. Il était tout à fait cohérent que ceci se décline dans les différentes institutions où on devrait pouvoir observer justement une plus forte présence de la population dans les institutions de décision de notre pays. Donc c'est une question de cohérence. Effectivement, les plus hautes autorités ont matérialisé ce qui avait déjà été acté au sein de notre loi fondamentale, et ceci devrait pouvoir l'être davantage ci et là dans nos différentes institutions et dans les différents organes de gouvernance de notre pays. Permettez-moi de répondre. Est-ce que ce ne serait pas ici aussi le fait que le politique s'est trop investi dans le pays, peut-être négativement, et qu'on voudrait désormais associer
des citoyens au discours politique. Moi, je ne m'inscris pas dans ce point de pensée. Je pense simplement qu'il y a une volonté d'ouverture en matière de gouvernance, dans notre pays. Les plus hautes autorités actuelles veulent prôner pour l'inclusivité. C'est un mot qui ne vous échappe pas depuis leur arrivée au pouvoir. Inclusivité est le maître mot donné par la première autorité de notre pays, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence le secrétaire Olivier Nguema, dès son avènement au pouvoir, a dit « Je suis pour que tous les Gabonais s'asseyent autour d'une table parce que nous avons du travail. Nous avons un pays à construire, nous avons des décennies de retard sur le positionnement que nous aurions dû avoir. Ce n'est pas le moment de pouvoir fonctionner en base clos. Il faut s'ouvrir, trouver des mécanismes pour que chaque Gabonais, en fonction des compétences, des capacités qui sont les siennes, puisse participer à rattraper le retard que nous avons sur plusieurs nations. Et donc, je ne veux exclure personne. J'estime que les Gabonaises et les Gabonais ont des choses à dire, ont des choses à apporter. Moi, je suis pour que tout le monde apporte sa contribution au développement de notre pays. Ceci se matérialise par tout ce que nous sommes en train d'observer. Nous sommes arrivés au terme de cette interview. Je ne veux pas, on va pas séparer sans que vous nous donniez un mot de fin à notre public, à nos téléspectateurs. Vous regardez juste la caméra en face de vous et vous allez donc donner votre mot de fin à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Je voudrais déjà commencer par remercier votre média pour l'accompagnement que vous offrez à notre parti politique. Je dis accompagnement parce que vous êtes toujours au fait et vous vous chargez de relayer justement l'actualité politique de notre parti politique. J'y vois un signe d'encouragement, mais j'y vois surtout un signe de crédit que vous accordez à l'Union pour la République et à son action justement dans la gouvernance politique, institutionnelle, administrative, économique de notre pays. Aux Gabonaises et aux Gabonais, je dis simplement que la Ve République est en marche, elle est résolument en marche. L'heure est à la construction de notre pays. Il est impérieux que chacun d'entre nous, effectivement, s'approprie développement Gabon pour sa part. Quelle que soit sa position, quelle que soit sa posture, quel que soit en réalité le rang qu'il occupe, il est important que le Gabonais puisse se dire le Gabon est un Gabon qui nous appartient à tous et qu'il est de notre devoir, de participer au développement de cette nation. Les plus hautes autorités, en tête desquelles le chef de l'État lui-même, n'a de cesse de nous appeler à une implication véritable, citoyenne, républicaine, justement pour le développement de notre pays. Je nous invite tous à nous tenir aux côtés du chef de l'État et de l'ensemble des gouvernants de notre pays pour que finalement le Gabon se développe. Je dis bien le Gabon en ce sens qu'il est inclusif. Je dis bien le Gabon en ce sens qu'il ne fait point de différence de couleur, d'ethnie, de positionnement partisan, de niveau social. Je dis le Gabon doit pouvoir se développer et il ne saurait se développer sans ses fils et ses filles. Et donc nous tous nous sommes appelés à porter notre contribution, à mettre notre main à la pâte, et ça va être cela au mot de fin, que le Gabon, justement notre pays, soit richement béni par l'Éternel notre Dieu, que vive le Gabon et que vivent ses autorités. Merci, Monsieur Jeff Apanga. Vous avez reçu chez vous dans le cadre de cette interview. Merci encore d'avoir répondu à toutes nos questions, peut-être pour une prochaine interview. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir également regardés. Nous restons donc connectés sur votre chaîne préférée InfoSud TV.